Méthodologie de la dissertation. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la parole est le commerce le plus florissant et l'outil de travail privilégié des hommes. Du commerçant au chef d'État, en passant par l'enseignant ou l'étudiant en fin de cycle, la parole et la persuasion demeurent des éléments incontournables pour la réussite. La dissertation trouve son origine dans la mutation d'un exercice académique médiéval appelé disputatio, débat rhétorique oral sur les auteurs. Il amenait les étudiants et les érudits à construire une réflexion en plusieurs temps afin de résoudre une question imposée. L'instauration de la dissertation au second cycle n'est donc pas fortuite et s'inscrit dans une dynamique de libération de la pensée critique à l'aide des matériaux acquis par l'apprenant du fait de son passage par le premier cycle. La dissertation en latin apparaît au XVIIe siècle et remplace progressivement dans les universités l'ancienne disputatio. Il est fortement lié à la culture humaniste qui modèle la pensée occidentale à la Renaissance. Utilisée par René Descartes, elle devient rapidement le symbole du cartésianisme et de la rigueur de la pensée. On peut définir la dissertation philosophique comme un effort de réflexion personnelle, original et organisé autour d'un problème philosophique. La dissertation est un exercice de production intellectuelle qui vise à apporter une solution réaliste et pertinente à un problème philosophique donné. Dissertation est formée du verbe disserter qui vient du latin dissertare, signifiant discuter et raisonner. En philosophie, disserter revient à apprendre à philosopher ou à penser en soi-même. C'est la visée principale de la philosophie qui ressort dans les propos d'Horace. Sapere aude signifiant ose penser par soi-même, par toi-même. Disserter, c'est argumenter, mobiliser ses connaissances pour défendre un point de vue en utilisant les éléments rationnels et logiques dont on dispose. En résumé, les maîtres mots de la dissertation sont clarté, rigueur, cohérence, souplesse et logique. La dissertation comporte 3 parties classiques et indissociables, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. De façon ramassée, nous avons une introduction dont le rôle est de poser le problème, un développement qui tente de le résoudre, et une conclusion qui en fait le bilan et propose une perspective à partir de laquelle on peut continuer le débat, donc prolonger la réflexion. L'introduction est composée de 4 parties essentielles: le préambule, le sujet, le problème et enfin l'annonce du plan. Dans le préambule, il s'agit d'une entrée en matière ayant un lien direct ou indirect avec le sujet proposé. Le candidat, entre 3 à 4 phrases maximum, doit être appelé à planter le décor et montrer le contexte qui a prévalu à la naissance d'un tel sujet de réflexion. Il faut donc éclairer l'opinion sur ce qui a pu conduire à la naissance de l'interrogation ou de la certitude exprimée à travers le sujet. On peut construire le préambule à partir d'un constat, un fait historique avéré, une définition d'un terme clé, une citation et un lien avec le sujet qui peut être une opinion courante ou une citation d'auteur. Quand il s'agit d'un sujet citation, la citation peut être l'opposé de la pensée de l'auteur.
le sujet, on intègre le sujet qui, en fait, in extenso, quand celui-ci est court, et on le reformule quand celui-ci est long. En général, il est conseillé de transformer les interrogations par des interrogations hypothétiques avec l'ajout du si. Le problème, il y a problème parce qu'on ne peut pas répondre ni par oui ni par non à une question posée. Le problème est l'élément sur lequel on ne s'entend pas, ce qui nous oblige même au débat. C'est le paramètre autour duquel la divergence de vue est assez prononcée. L'annonce du plan, c'est la partie où le candidat dévoile sa stratégie, les étapes que suivra sa résolution de problème. Après avoir détecté le problème, il expose clairement les différentes étapes de réflexion du dit problème. Il faut souligner que les questions de la problématique ne remplacent pas le plan. Le plan doit être précis, chronologique et rédigé au futur simple, immédiat, avec des phrases déclaratives, un alignement de questions qui remplace, en fait, ne remplace pas le plan, même suivi de la formule « Nous allons bien répondre à ces questions de façon chronologique ». Développement, dans le développement, il s'agit ici, il s'articule en 2 ou 3 parties en fonction du plan établi. Encore appelé corpus, il est le lieu où le candidat expose, argumente, réfute, contredit, discute ou compare. C'est son moment de vérité, l'espace de démonstration. Dans la rédaction de son développement, le candidat doit scrupuleusement respecter le plan tel qu'annoncé dans l'introduction et veiller à adopter une démarche rigoureuse et bien calibrée. Premier cas, le plan commentaire. Ce type de plan s'applique aux sujets fermés, c'est-à-dire les sujets citations ou affirmations. Il comporte 2 étapes ou 2 parties majeures. Dans la première étape, il s'agit de l'explication de la pensée qui fait l'objet de la dissertation. On peut proposer l'explication en 2 paragraphes ou 3 au maximum en prenant le soin de faire référence au contexte dans lequel les propos ont fait leur apparition. Après avoir situé par rapport au contexte, on explique la pensée en prenant appui sur les unités de sens contenues dans la citation ou la pensée. La deuxième étape consiste à préciser la position ou les propos de l'auteur. À ce niveau, il s'agit de façon chronologique de mettre l'accent sur les mérites puis les limites de la position de l'auteur. On finit par donner notre lecture personnelle de la thèse de l'auteur. Le principe d'équilibre est non négociable entre les forces et les faiblesses. Plus précisément, lorsqu'on a 2 arguments dans la critique positive, on devrait avoir le même nombre pour la critique négative. La position personnelle tient idéalement en un paragraphe. Deuxième cas, le plan dialectique. Il comporte 3 étapes complémentaires. La thèse, elle consiste en l'analyse d'un point de vue, d'une position, une perspective de solution possible, une thèse sur le problème. Cette thèse peut être la réponse affirmative ou la négative. En général, on met en thèse le point de vue le moins solide en argument, donc le plus faible
à réfuter. L'antithèse. Son contenu découle et dépend de celui de la thèse. Si la thèse est la perspective affirmative, eh bien le pour, eh bien l'antithèse sera la réponse négative, le contre et vice versa. On peut réfuter soit de manière systématique et symétrique à la thèse, reprendre chaque argument de la thèse, le détruire, montrer ses limites, ses contradictions, en amenant des arguments nouveaux qui démontrent le point de vue contraire à celui de la thèse. On peut aussi combiner ces deux premières possibilités. Dans ce cas, eh bien, nous sommes face à une démarche dite mixte. La synthèse, elle est la conciliation ou le dépassement de la contradiction constatée entre la thèse et l'antithèse. C'est aussi la plus difficile. Toutefois, un plan dialectique sans synthèse manque de rigueur. La contradiction dans l'analyse d'un plan n'est jamais fictive. Elle est celle de nos réalités concrètes ou théoriques. Comment nous sortons-nous de ces contradictions? En faisant des choix qui sont faits à partir d'une hiérarchisation de nos intérêts, de valeurs souvent inconscientes. La conclusion, la dernière partie. Dans la conclusion, nous avons 3 parties: le bilan, la prise de position et l'ouverture. L'ouverture n'est pas un élément facultatif, mais impératif. Clôturer le débat sans perspective révèle de la paresse intellectuelle. Il faut toujours permettre au débat de continuer. En changeant la perspective, on peut commencer bien la conclusion par des formules du genre « au terme de notre analyse », en épilogue, etc.